Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans ce magazine Rétro Hebdo sur Kanakin Télévision. Nous avons le réel plaisir de recevoir ce soir deux invités. Il s'agit bel et bien de monsieur Michel Congo, président de l'unité de valeur. Il est venu finalement discuter avec Kanakin Télévision dans les cadres de ce magazine. Donc, monsieur Michel Congo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également avec monsieur Jean-Pierre Kanko Mukondi, président du parti MDC, Mouvement Debout Congolais. Bonsoir, monsieur Jean-Pierre Kanko. C'est la deuxième fois que vous participez à ce magazine. Avec vous, on va quand même décortiquer l'actualité qui a sévi en RDC pendant cette semaine. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. Il faut dire qu'il y a évaluation de la première journée du confinement de la commune de la Gombe, une équipe restreinte sous la présidence du Premier ministre Ilunga Ilukamba, aux côtés du gouverneur Jean Tini Ngobila. Il faut noter quelques ratés et quelques anécroches au cours de cette activité. Question de remédier à la situation, images et commentaires. Autour du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, l'évaluation de cette opération pour son acte 1 reconnaît quelques ratés négligeables. L'essentiel serait atteint et l'amélioration n'est pas à redouter. Je dirais que c'est quand même une réussite. L'objectif étant de confiner au maximum les gens à pouvoir rester chez eux. Donc les habitants de la commune d'Agombe ont respecté les mots d'ordre donnés par le gouverneur de la ville de Kinshasa, mais il faut le dire, il y a eu quand même quelques ratés au niveau des accès de la ville, où les gens qui avaient la macaron ont été repoussés par la police. Mais demain, nous allons rectifier donc les tirs. On va essayer de renforcer en ce qui concerne la discipline des hommes de troupe. Le Premier ministre a insisté sur une saine collaboration entre tous les intervenants à cette opération, considérée comme un baromètre important de l'emprise de l'État congolais sur la pandémie Covid-19. Je rappelle que les seuls macarons autorisés à faire passer les gens au niveau des accès de la commune sont les macarons donnés par l'hôtel de ville. Les macarons qu'on a donnés gratuitement, les macarons qui ont sur la partie gauche, supérieure gauche, un QR-code qu'on peut lire avec le téléphone, et à droite, il y a un timbre qui est infalsifiable. Donc je demande à la population quinoise d'être calme, d'être tranquille. Demain, les choses iront beaucoup mieux. Réunion préparatoire du Congrès au Palais du Peuple sur l'évaluation des mesures d'accompagnement dans la lutte contre le coronavirus. Il faut dire que les deux chambres du Parlement statueront sur le rythme de coordination de ces activités en vue d'une réussite, telle que prescrite par le chef de l'État civil. Il se tiendra incessamment le congrès au Palais du Peuple, siège du Parlement. En prélude de ces assises, le président de deux chambres du Parlement, l'honorable Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, et l'honorable Alexis Tambwe Mwamba ont co-présidé la réunion préparatoire. À l'issue de cette réunion, les deux présidents ont tour à tour fait le point. Le 24 avril, le président de la République avait déclaré l'état d'urgence par ordonnance et il nous avait transmis donc sa déclaration d'état d'urgence en demandant que les deux chambres puissent faire disposition utile de cet acte qu'il a posé. Et donc dans ce cadre-là, dans le cadre des mesures d'accompagnement et des mesures d'évaluation de la situation de crise sanitaire Covid, nous avons convenu de convoquer un congrès après dialogue avec les différentes institutions. Nous allons inviter le Premier ministre ici au Parlement, Madame la Présidente et moi-même, vendredi prochain, pour prendre toutes les dispositions pour convoquer le Congrès en toute sécurité. Parmi les mesures préalables, il faut désinfecter évidemment l'ensemble du palais, prendre toutes les dispositions dans la grande salle de l'Assemblée nationale où se tiendra le Congrès, et on prendra toutes les dispositions sanitaires pour cela. Le Premier ministre recevra un courrier de notre part aujourd'hui pour nous voir le vendredi en vue de prendre des dispositions pratiques. Il y a urgence, on ne s'est pas fixé aujourd'hui la date, mais nous sommes dans l'urgence, donc les choses vont aller extrêmement vite. Ils avaient tous le masque au visage et 1 mètre de distance a été respecté. Question de se conformer aux mesures de prévention du Covid-19.
Comme annoncé au début de ce magazine, je recevais donc monsieur Jean-Pierre Kankou Mukandi, vous êtes président du mouvement Debout Congolais. Je vais quand même poser la toute première question, c'est avec vous que je commence le magazine. Le confinement, finalement, de la commune de la Gombe, le confinement de la ville de Kinshasa. Alors peut-être la première question, comment vous le vivez? C'est une question très délicate. D'abord, médecin de formation, personnellement, je me pose d'abord la question sur l'impact qu'a cette mesure par rapport à la propagation du virus. Est-ce que c'est une mesure efficace ou pas efficace? Puisque le confinement concerne qu'une partie de la ville de Kinshasa. Encore un dixième ou un vingtième de la ville. Est-ce qu'on veut protéger toute la ville ou on veut protéger seulement une seule partie? Étant donné que la ville d'Ngombe, c'est une ville où est concentrée toutes les activités commerciales, administratives. Qu'elles soient confinées ou pas, dès qu'elle va être ouverte, cette partie de la ville, c'est tout le monde qui est à l'extérieur qui va y pénétrer. Donc, est-ce que l'effort qu'on a fait là, elle va apporter quelque chose? Ça, je n'en sais rien. Mais personnellement, j'ai beaucoup de doutes sur cette mesure-là, de son impact sur la propagation du virus. Sur quoi finalement est fondé votre doute, il faut le dire? Mais je vous donne un exemple. Tout est concentré dans la ville d'Ngombe. Les commerces, l'administration, tout. Si ceux qui sont à l'extérieur viennent dans la ville, nous savons que certains sont contaminés mais n'habitent pas nécessairement en Ngombe. Ils vont être en contact. Ce n'est pas les 14 jours qu'on a donné, ces 14 jours d'incubation du virus, qui va permettre de dépister ceux qui sont malades ou pas. Donc il y a d'autres mesures, personnellement, qui pouvaient être prises, des mesures simples, mais je ne fais pas partie de comme par exemple, en tant que médecin de formation. Je vous donne un exemple. Oui. Nous devons tirer l'expérience de ce qui se fait ailleurs, notamment en Belgique, en France. Quand on parle de confinement, c'est toute la population, quel que soit l'endroit. Le problème qui se pose chez nous, c'est un problème surtout sur le plan social. Il y a des gens qui vivent du jour au jour. Si on doit confiner tout, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais il y a une alternative à cela. Ça voudrait dire, si on veut éviter la propagation du virus, qu'est-ce qu'il aurait dû faire en tenant compte des réalités socio-économiques de notre pays? Vous déclarez le confinement, mais vous laissez un espace entre un délai, par exemple, vous dites de 8h à 12h ou de 10h à 14h, les gens peuvent sortir, aller faire leurs courses. En dehors de ces 4 heures du temps, personne ne sort. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet qu'entre 4 heures du temps, les gens peuvent aller faire leurs courses. Donc, le temps de contact est limité à 4 heures du temps. Le reste du temps, tout le monde est confiné. Et là, ça permet, d'éviter la propagation du virus par le biais que le temps de contact est limité. Deuxième avantage est que les gens auront la possibilité, ceux qui vivent du jour au jour, auront la possibilité d'aller faire leur achat en ces laps de temps. Donc, à 9h, vous sortez, à 12h, tout le monde à la maison. Oui, vous savez votre point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. On aura peut-être à enrichir, parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes également avec Monsieur Michel Okongo, vous êtes président de l'unité de valeur, vous êtes président de ce parti. Le confinement concerne finalement la commune de la Gombe en particulier, mais également la ville de Kinshasa qui est isolée. Alors peut-être, est-ce que cette mesure valait la peine? Merci pour la question. Je dois remonter un peu plus loin pour dire que, vous savez, cette question, la pandémie doit être abordée d'abord avec gravité et en toute responsabilité. Parce que
c'est une question, j'ai dit, le monde est devenu fou, il s'est passé des choses, nous ne sommes pas suffisamment informés. Parce que là, on nous dit que c'est une pandémie naturelle, et moi, je suis loin de penser que c'est une pandémie naturelle. Ah, vous faites allusion finalement quand vous dites ça. Non, non, j'ai dit ça en passant parce qu'il faut aller à l'essentiel. Oui. Vous savez, le Covid-19, c'est une souche dangereuse qui est partie même du coronavirus qui existe depuis 2003, où les essais ont été pratiqués au Vietnam. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Point d'interrogation, parce qu'on n'est pas suffisamment informé. Mais le danger est là. Voilà pourquoi nous devons alerter l'opinion, nous devons alerter, sécuriser nos populations. Et je salue les autorités de notre pays par rapport à ce qu'ils font. Mais on n'est pas suffisamment informé. C'est difficile à dire à un citoyen de Massina ou à un citoyen, c'est pas de Lemba, qu'on a barricadé, c'est ça le terme, on a barricadé Gombe. Alors que nous vivons dans un même espace. Gombe fait partie de la ville de Kinshasa. Gombe, c'est l'une des 24 communes qui compte Kinshasa. Et on a barricadé comme ça, l'air libre circule. Ça pose un sérieux problème. C'est pas l'épicentre quand même du coronavirus finalement à Kinshasa. Mais on le dit, on ne le justifie pas. Il y a un nombre élevé quand même lors des dépistages. On a relevé quand même un nombre si élevé dans la commune de la Gombe. Une soixantaine de patients qui sont journalistes, de la Gombe. Vous pensez que les taux de dépistage est uniforme? Est-ce que la façon dont on est derrière les gens à Gombe, est-ce que ça se fait de la même manière dans d'autres communes? Point d'interrogation. Moi, je dis ceci. D'ailleurs, j'avais parmi les recommandations que j'ai à faire, nous allons en parler. J'ai demandé au chef de l'État de faire un rappel des troupes de nos scientifiques, en fait qu'ils puissent aider le virologue qui est là, c'est Mouyembe que je salue. Parce que sans cela, si on ne travaille pas en équipe, on ne saura pas suffisamment comprendre ce qui se passe et puis par conséquent informer le peuple. Parce qu'il y a un problème, le problème qui se pose, c'est un problème d'information. Vous voyez, tout cela, j'ai dit, c'est bien de confiner Gombe, faire en sorte que Gombe soit sous quarantaine, et puis nous sommes dans le confinement, mais l'information doit être claire et limpide. Ça vient à manquer. Quand vous dites que l'information est claire, mais de temps en temps, le ministre de la Communication a passé de messages, et également le ministre de la Santé également qui parle de Covid-19 à la télévision, comme dans d'autres médias. Est-ce que vous pensez que c'est pas assez suffisant? Quelle est l'information que vous recherchez? Ça s'est fait tant bien que mal. Ça veut dire? Parce que la source même de la pandémie n'est pas bien expliquée. Dites-moi, elle est venue d'où cette pandémie? On parle de la Chine avec le pangolin, on a parlé également du nouveau coronavirus, c'est-à-dire que c'est un virus qui vient de naître il n'y a pas longtemps. Ces pays-là se tirent les pattes, ils se renvoient la balle. Encore une fois, j'ai dit, ça c'est une question réservée pour plus tard. Monsieur Michel, je voudrais vous poser une question. Vous êtes président d'un parti politique, mais on a comme l'impression finalement que les Congolais n'admettent pas ce que fait le gouvernement. Les Congolais sont toujours en déphasage avec ce que fait le gouvernement. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, quelque part, n'agit pas quand même en père de famille, quelque part? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que nous devons être confiants par rapport à nos propres informations. Vous voyez comment le virus est rentré chez nous? Qu'est-ce qui fait que Gombe soit menacé par rapport à d'autres communes de Kinshasa? Tout cela, il nous faut des précisions. Or, pour l'instant, on n'a pas ces précisions. Tout d'un coup, il s'est passé quelque chose, est rentré en confinement, faites ceci, mais on n'est pas suffisamment informé. Nous avons besoin de l'information. Qui a fait quoi? Comment cela est-il arrivé? Voici ce qu'il faut faire. Voici le temps qu'il faut pour éradiquer. Tout cela, même vous, monsieur les journalistes, vous n'avez pas toutes ces données-là. Donc il y a un flou total. C'est pourquoi j'ai dit, le chef de l'État doit battre les rappels de tous nos scientifiques, parce qu'on en a, les scientifiques, et qui puissent donner un coup de fil à l'équipe. C'est par rapport au communiqué que vous avez lancé avec plusieurs recommandations. Il y en a peut-être 5, on va en discuter. Mais c'est l'objet d'une réflexion. J'ai réfléchi là-dessus, parce que notre rôle, c'est donner un coup de main à ceux qui sont actifs sur le plan politique, sur le plan de la gestion. Alors, en un seul mot pour clôturer ce dossier. Alors, comment percevez-vous finalement l'action du gouverneur de la ville de Kinshasa? Oui, l'action est positive en fonction des moyens qu'elle dispose. Donc,
les peu de moyens, les peu d'informations qu'il a, il essaie de faire au mieux pour sécuriser sa population. Et ça, c'est un coup de chapeau pour lui. Mais je note qu'il n'a pas assez d'informations. Il fait avec les moyens de bord. Il n'a pas assez de moyens, ou c'est question de stratégie, par exemple? Oui, moi je pense que ce sont des stratégies scientifiques qui peuvent aboutir à quelque chose. Parce que de toute façon, il faut sécuriser notre peuple. On nous dit avec toute cette batterie de mesures, il faut se laver les mains, il faut faire ceci, il faut ceci. Lui ne fait que relayer ce qu'on lui dit de faire. Ce qu'on lui dit de faire a été préparé quelque part. Vous voyez, les drames, c'est celui-là. Ouais. Si on avait nos scientifiques qui nous auraient dit, écoutez, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Tantôt on vous dit que ce virus n'est pas compatible avec les climats tropicaux. On vous dit des choses comme ça, il faut le confirmer. Merci beaucoup. Monsieur Michel Okongo, je veux revenir à vous. Avant de commencer un autre chapitre, j'aimerais quand même que vous puissiez donner une fiche qu'un mot d'espoir pour cette population qui vous suit. Vous êtes médecin, nous n'allons quand même pas continuer à tergiverser autour de ce virus. Peut-être un mot d'espoir pour réconforter quand même le peuple qui vous suit. Un mot d'espoir. Mais il ne faut pas se voiler la face. Ce virus, comme mon collègue à côté a parlé, on l'appelle 19, puisqu'il y a eu d'autres virus auparavant. D'autres souches. D'autres souches de même famille. Ouais. En 2002-2003, il y a eu coronavirus, principalement en Asie. Si j'ai une bonne mémoire, c'était... Au Vietnam. Non, pas au Vietnam. Un mot d'espoir, comme ça, on évolue. Juste un petit mot d'espoir. Est-ce qu'il y en a pas? Vous pensez qu'on faut désespérer par rapport à cela? Non, on n'est pas désespéré de toute façon. Ouais. Et puis, il y en a eu en 2012 en Chine. Puis 2019, une nouvelle souche mutante en Chine. Quand on regarde bien l'évolution d'une maladie, d'une infection quelconque, c'est toujours en courbe de Gauss. Il y a les débuts, il y a la pente ascendante, puis les sommets, puis redescend. Toutes les pathologies. À l'époque où il y avait la lèpre, c'était comme ça. À l'époque où il y avait la tuberculose, c'est comme ça. À l'époque où il y avait d'autres maladies infectieuses. Donc, puisque la population finit par un moment s'immuniser, et les scientifiques finissent par toujours trouver des parades. De remettre, oui. Ok, mais le temps qu'on trouve la parade sur le plan scientifique, parfois est très long par rapport aux dégâts que la maladie peut causer. Pour le moment, ce qui est certain, je suis médecin, je reçois les patients Covid dans l'hôpital où j'exerce. Peut-être bientôt vous verrez un grand centre dédié à ça que je vais pouvoir diriger. Okay. Il a apparu que parmi les patients qui sont atteints de ce virus, il y a certains qui guérissent de façon spontanée. Puisque ce qu'on soigne, ce sont les symptômes. De façon spontanée, ils s'immunisent, ils se défendent. Il y a de ces patients-là qui succombent à la maladie. On va chuter. Oui. Ils succombent à la maladie. Ça voudrait dire qu'un jour, il y a l'espoir que les l'espoir quand même que nous allons vaincre et que certaines populations puissent aussi se défendre naturellement. Voilà. Donc nous gardons espoir. Il faut dire quand même qu'il y a des mesures de prévention qu'il faut tout simplement respecter, telles que dictées par le gouvernement. Vital Kamerhe, directeur du cabinet du chef de l'État, en prison depuis quelques jours, poursuivi pour détournement des fonds alloués aux travaux des 100 jours du président de la République. Quelques langues s'élèvent déjà sur cette affaire. Image de commentaire. Véritable série télévisée ne cesse d'expliquer plus d'une personne. Arrivée au parquet aux environs de 13 heures.
sous les applaudissements et accompagnement des membres de l'UNC, cadres et militants qui ont tenu à être là. Le leader de l'UNC, lors de cette audition avec la justice, oubliant même les consignes sanitaires sur le coronavirus, une foule compacte et inconscient du danger. Pendant plusieurs heures, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République, Félix Antoine Tshilombo, sera auditionné. Et à l'extérieur, les militants de l'UNC, partenaires de l'UDPS, les deux travaillant au sein d'une même coalition, ces militants vont petit à petit sentir la pression monter, s'imaginant sûrement que le président national de l'UNC mettra moins de temps. Et quelques échauffourées vont commencer entre les militants de l'UDPS, venus aussi pour la circonstance, ainsi que les militants de l'UNC. Nous sommes aux environs de 15h30. La police remettra de l'ordre à cet endroit. Acte 1. Deuxième acte, nous sommes déjà plus de 18h. Vital Kamerhe continue son audition, mais déjà des rumeurs vont bon train. Le directeur de cabinet a apporté des réponses peu convaincantes aux magistrats, d'où son acheminement à la prison centrale de Makala. Stupeur et étonnement pour les uns, état de droit pour les autres. La réalité est là. Le cortège de Vital Kamerhe se dirige bel et bien à la prison centrale de Makala. La messe est dite pour ce mercredi 8 avril 2020. Le glas a sonné pour Vital Kamerhe, sûrement pas juste une arrestation provisoire, mais le scénario est déjà là. Le directeur de cabinet passe bel et bien la première nuit à la prison centrale de Makala. La saga judiciaire ne fait que commencer. La saga judiciaire a presque commencé avec Vital Kamerhe qui est en prison depuis quelques jours. Michel Congo, vous êtes sûrement proche du cash. Oui, je vais mettre mes 3 casquettes. Oui. Je vais agir d'abord en tant que professionnel de la justice. Oui. Je vais également agir en tant qu'acteur politique, mais aussi en tant que père de famille. Il est accusé des détournements des fonds, des travaux de 100 jours du chef de l'État. On parle également des 15 millions de dollars et plusieurs autres dossiers. Est-ce que vous pensez que Vital Kamerhe devrait se retrouver là où il se retrouve aujourd'hui? J'en arrive, nous sommes en train de vivre un drame. Ça veut dire... J'en arrive. D'abord, lui-même, M. Vital Kamerhe est en train de vivre un drame. C'est un père de famille. J'imagine ce qui se passe chez lui présentement, où les enfants ne voient plus leur papa. J'imagine les désarrois dans la famille, tout simplement. Donc c'est un homme, c'est un humain, soyons humains. C'est un homme qui est en train de vivre un drame formidable. C'est déjà ça. Deuxième point, si le plan juridique, Vital Kamerhe n'est pas condamné, c'est une affaire qui est en pleine instruction. Pour X ou Y raison, les juges d'instruction, le procureur général a pris des mesures qui ont fait que M. Kamerhe soit aujourd'hui incarcéré, je dis bien incarcéré, sous mandat d'arrêt provisoire, conformément à l'article 27 du Code de la procédure pénale. Donc, il bénéficie de ce que j'appelle de la présomption d'innocence. Donc, pour l'instant, il n'est pas condamné. Comme tout prisonnier qui n'est pas encore condamné. Voilà. Donc, ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Nous attendons la suite de la procédure. Mais jusque-là, par rapport à ce qui se passe, on n'est pas en dehors de ce que la justice ou les droits prévoient chez nous. Maintenant, sur le plan politique, c'est là où il y a le séisme. C'est quand même, moi je le considère comme étant, en tant que directeur de cabinet, je le considère comme étant le cuisinier administratif, voire même politique du chef de l'État. Vous imaginez un chef de l'État, c'est comme un hôtel, un directeur d'hôtel ou un gérant d'hôtel sans cuisinier. Comment vous allez servir vos clients? Donc, sur le plan politique, c'est un séisme. Et ça ne concerne pas que les chefs de l'État, ça concerne tous les Congolais, parce que le chef de l'État est amputé de son directeur de cabinet pour des raisons juridiques. Donc voilà comment moi je représente sous 3 angles les problèmes qui arrivent à Vital Kamerhe et par ricochet à sa famille, mais également à notre pays. C'est comme ça que nous devons voir. Mais la justice de notre pays doit faire son travail. Est-ce que vous pensez que parce qu'il est directeur du chef du cabinet du chef de l'État, que bon, son arrestation paraît pour un séisme, d'autant plus qu'il a un dire Kaba, qui peut remplacer les affaires de l'État continuent. C'est un séisme politique. Pourquoi? On ne le voit pas. Parce qu'il s'agit bien d'un directeur de cabinet du chef de l'État.
Est-ce qu'on va dire que le chef de l'État a livré finalement son directeur de cabinet? Moi, je ne dirais pas ça parce que... Pourquoi? Parce que bon, la justice, non, la justice, je n'ai pas dit que c'était un séisme juridique, mais c'est un séisme politique. Parce que le chef de l'État est amputé de son directeur. Quand vous parlez du séisme, ça va embarquer finalement beaucoup de gens? C'est dans ce sens-là? Non, mais c'est le séisme qui est arrivé dans le cabinet du chef de l'État. Le séisme, là, ça veut dire que le chef de l'État est amputé aujourd'hui de son directeur de cabinet. Imaginez-vous un pays comme le nôtre où il y a beaucoup de dossiers à traiter sur tous les plans. Et tout d'un coup, le chef de l'État est amputé de son directeur de cabinet. Je ne saurais pas deviner l'état d'esprit des chefs de l'État. Mais quand même un Dir Kaba qui doit continuer son travail. Je me tourne du côté de M. Jean-Pierre Mukandi. Je sais également que vous êtes allié de l'UDPS. Oui. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est aux arrêts. Alors, c'est un satisfait pour l'UDPS, peut-être? Parce que bon, ça a été recherché depuis longtemps. Ok. Mon point de vue est ceci. N'oubliez pas que M. Kamerhe, directeur du cabinet du chef de l'État, est un citoyen congolais. Est un citoyen congolais comme vous et moi. Un citoyen congolais qui a les droits et les devoirs envers la société congolaise. Comme tout citoyen. Okay. Ce qui lui est arrivé, son arrestation ne doit pas être un mythe. Je voudrais dire ceci. Comme citoyen congolais, M. Kamerhe bénéficie de la présomption de l'innocence. Néanmoins, les accusations qui sont portées à son égard sont d'une gravité inouïe. Je vois mal qu'un juge soit fou pour mettre M. Kamerhe, arrêter M. Kamerhe s'il n'y a pas d'indice de culpabilité. Et ce qu'il faut savoir aussi, qu'il ait occupé des postes ou qu'il soit un super directeur de cabinet des chefs de l'État, notre constitution nous dit que nous avons nul n'est au-dessus de la loi, que nous tous, nous sommes égaux devant la loi. Que ce soit un cuisinier ou ceci, eh bien la procédure est la même. Ce n'est pas puisque vous êtes grand, vous êtes petit, ou vous êtes riche ou pauvre, qu'on va prendre une procédure spéciale, comme personne n'ira. Son arrestation, monsieur, si je ne coupe pas, monsieur Mukandi, son arrestation paraît tellement poignante que finalement ça passe pour une mascarade pour certaines personnes. Non. Quelque chose boutiquier pour faire taire certaines... Non, c'est une réalité. Il est arrêté. C'est pourquoi je vous dis, le juge n'est pas fou pour le mettre, l'arrêter s'il n'y avait pas d'indice de culpabilité. Mais je ne dis pas qu'il est coupable, puisqu'il a encore jusqu'à présent, il jouit de la présomption d'innocence. Ce qu'il faut savoir, M. Kamerhe, de par ses fonctions, c'est là où ça choque beaucoup de gens, de par ses fonctions qu'il a assumées dans ces pays, il incarne une certaine autorité morale, que tout ce qui lui arrive, tout le monde reste ébahi. Personne ne comprend. Mais cela ne lui donne pas le droit d'être exonéré par la justice. Ça, il y a quelques années, pour aller en prison, vous devez être un opposant. Si vous n'êtes pas opposant, vous savez combien de gens ont volé pendant la Kabylie? Des milliers. Je vous donne l'exemple de Bochab, qui a détourné 30 millions de dollars avec la Société nationale d'électricité. Il n'a jamais été en prison. Donc, pour aller en prison à cette époque-là, il faut être opposant. Aujourd'hui, on voit même ceux qui sont dans les camps du président aller en prison. Ça, c'est l'état des droits. C'est pas de la mascarade, tout ça? Non, ce n'est pas de la mascarade. C'est pas du boutiquage, finalement. Voyons voir, c'est l'avenir pour frimer quand même les appétits de la population qui veulent voir les gens répondre de leurs actes. Loin de là, voyons voir, puisque le peuple n'est pas dupe. C'est la politique. Si c'est boutiqué, Monsieur Michel, si c'est boutiqué, ça se saura. Monsieur Michel Congo, je dis que vous êtes quand même de cash. Hein. Alors la bonne question se pose. Non, je ne suis pas de cash. Vous êtes quand même partenaire, allié du cash. Non, mon parti
fait partie de l'arbre généalogique de l'UDPS. Voilà, donc vous êtes quand même proche de l'UDPS, faut le dire. Hein. Exactement. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire quand même qu'il y a triomphe de l'UDPS sur ses opposants qui passent aujourd'hui pour l'UNC? Parce qu'il y a quand même des antagonismes en Sourdine. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la base de l'UDPS a raison? On a arrêté Caméré. Est-ce que vous pensez on peut dire ça? Nous devons faire très attention de ne pas nous baser sur des rumeurs. Même si vous avez des faits non avérés, on doit faire attention. Je parle en tant que spécialiste de la justice. Donc, il s'est passé des choses, hein, comme ça, je nous racontais sur Caméré, d'autres étaient visibles, d'autres n'étaient pas visibles. Mais tout ce que j'avais dit au chef de l'État, j'ai dit, nous avons lutté pendant 37 ans. Donc ce serait vraiment déplacé que tout autour de vous, vous puissiez avoir des gens qui ont un comportement léger, les gens qui sont versés dans la corruption, dans le vol, dans tout cela. C'est ce que je lui avais dit. Mais malheureusement, au vu de tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, il s'avère que beaucoup de gens tout autour des chefs de l'État se sont compromis, malheureusement. Donc il était temps que la justice puisse s'en occuper. Mais encore une fois, j'ai dit, M. Caméré est un justiciable comme tous les Congolais. Donc de ce point de vue-là, c'est normal. Mais nous n'avons pas les mêmes éléments que les procureurs, ni les juges d'instruction. C'est pourquoi nous disons tout simplement que laissons la justice suivre son cours. Si tout d'un coup il y a quelque chose qui ne va pas dans la procédure, nous allons dénoncer. Mais jusqu'à preuve du contraire, je crois que la procédure suit son cours. Que les gens arrêtent de s'agiter, que ce soit du côté du FCC, que ce soit du côté du CACH, que ce soit du côté de l'UDPS, qu'on laisse la justice faire son travail. Mais alors, j'ai rendu attentif les milieux politiques de ne pas s'immiscer dans une procédure judiciaire. S'il le faisait, alors on aura ouvert une boîte de Pandore. La liste n'est pas exhaustive, hein, donc il y aura sûrement des gens qui vont défiler devant les juges. Alors peut-être pour finir ce dossier avec M. Jean-Pierre Moukondi, est-ce qu'on peut s'attendre à quoi? Ce feuilleton Caméré et des millions de dollars américains de la RDC, on peut s'attendre à quoi? Non. Moi, ce que je pense personnellement, si au bout de l'instruction et que le juge trouve que M. Caméré n'est pas fautif, il sera acquitté. Mais ce n'est pas moi, je ne vais pas me substituer au juge. Moi qui vous parle ici, je fais 4 ans et demi de prison. J'ai demandé libération provisoire, ceci. Non, j'ai attendu 4 ans et demi pour que je sois jugé. In fine, j'ai été acquitté. C'est pour ça que vous me voyez aujourd'hui devant vous. Alors nous demandons à tout le monde de part et d'autre de laisser la justice, comme mon collègue à côté l'a dit, tranquille. Mais ce qui nous réjouit aujourd'hui, c'est de voir même les proches du président se présenter devant la justice. Je vous dis, à l'époque, pour aller voir la prison, c'était réservé aux opposants pendant la Kabylie. Puisque la Kabylie, à l'époque, c'était caractérisé par les 5 chantiers. Les pillages, les casse-pillages, les détournements, la corruption et l'impunité. Aujourd'hui, l'impunité, on pense qu'on va mettre fin petit à petit. Gardons le même chapitre pour dire qu'il y a eu des bousculades à la grille du parquet général de Matete lors de l'audition de Vital Caméré. Les mesures de prévention contre le coronavirus n'ont pas été respectées. Sûrement que dans les jours qui viennent, il y aura des données un peu plus compliquées par rapport à sa propagation. Images et commentaires. La mauvaise gestion sanitaire de la pandémie du Covid-19 à Kinshasa au déficit communicationnel. Kinshasa risque d'augmenter les cumuls de contamination au Covid-19 vu la foule présente le mercredi 8 avril au parquet de Matete, venu accompagner le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Caméré, qui répondait à l'invitation du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete pour de fait lui reprocher des détournements de fonds du programme de 100 jours lancé par le chef de l'État.
avant de les conduire dans sa cellule de Makala où il séjourne depuis mercredi soir. À la grande surprise, c'est la famille politique du chef de l'État, UDPS, et son allié UNC qui réprime la décision du président de la République concernant les mesures barrières pour freiner la propagation du Covid-19. La distanciation sociale d'un mètre n'a pas été respectée, le contact corporel entre le militant a été remarqué. Les éléments de la police nationale congolaise ont recouru à gaz lacrymogène pour disperser le militant. La RDC compte à ce jour 207 cas confirmés, 20 décès, 10 guéris et 119 patients en bonne évolution. Martin Fayoulou d'Elie Salang démontre que l'UMER soit faite sur les dérives de gestion de plusieurs fonds de la République. Il faut dire qu'il dicte sur cette mesure au regard de l'arrestation du directeur du cabinet du chef de l'État. Ainsi, au nom du peuple, j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption, notamment le projet Boukangalonzo, qui semble être la plus grande escroquerie d'État depuis la zaïanisation. L'affaire de 15 millions de dollars de décompte sur la créance des sociétés pétrolières, sur le trésor public, que d'aucuns ont qualifié de rétro-commission. La sombre affaire de 200 millions de dollars, issue d'un prêt contracté auprès d'un individu sous sanction américaine. La gestion de 6 milliards de dollars du fameux contrat chinois. La gestion du projet hydroélectrique de Boussanga, dans la province de Lualaba, particulièrement sur le prêt de 328 millions de dollars accordé au gouvernement de la RDC par les groupements d'entreprises chinoises et le rôle de l'entreprise privée Congo Management dans les 10 projets. La gestion de l'Agence pour le développement et la promotion du Grand Inga, qui gère le projet Inga 3 en toute opacité et sans mécanisme de redevabilité, avec un risque d'endettement excessif du pays. Les procédures de passation et financement des marchés relatifs aux travaux de 100 jours. La mine en construction de Kamoa Kakula à Kolwezi, qui regorge un potentiel de 50 millions de tonnes de cuivre, représentant une valeur de 310 milliards de dollars au prix actuel du cuivre. Ces gisements viennent ainsi consolider le potentiel à vue de la filière cuivre de notre pays, qui passe à 120 millions de tonnes de cuivre, ce qui représente à l'heure actuelle une valeur de 750 milliards de dollars. Voilà, on revient sur ce plateau avec monsieur Michel Okongo. Je rappelle que vous êtes parti de l'unité de valeur. Alors, Martin Fayoulou de l'Amouka, également d'Elie Salang, il demande à ce qu'on puisse également poursuivre ceux-là qui ont détourné des fonds, alors qu'on s'attelle sur Vital Kamerhe seulement. Vous savez, nous devons faire très attention pour ne pas céder au glissement. Tout le monde a tendance d'amener sur la table la justice et tout ce qui s'est passé il y a une année, 2 ans, 10 ans, 20. Faisons très attention, sinon ça risque d'être la distraction pour le président et pour notre nation. Regardez ce qui s'était passé entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne nazie à l'époque. La France avait attendu 50 ans pour commencer à juger les auteurs, ceux qui avaient persécuté le peuple français. C'est là où Papon avait eu droit à un procès. Alors faisons très attention. Il y a des dossiers urgents. C'est la justice qui a pu sélectionner cela. Et puis après, nous sommes des responsables. Dans une république, il y a des priorités, il y a des faits et il y a une marche à suivre. On ne peut pas aller ramasser tout le monde et tout d'un coup pour dire que, écoutez, on m'a volé un poulet, on m'a fait ceci, et puis il faut un procès. Attention. Quand vous dites ça, ça veut dire que vous voulez épargner le régime passé, si vous voulez dire. Non, non, j'ai dit faisons attention parce que le chef de l'État a fixé un cap pour son programme. Donc il ne peut pas rester seulement là à juger les gens. Nous devons avancer.
Je suis partant pour que les gens puissent se rendre compte. Et la justice doit faire son travail, c'est pas le chef de l'État qui doit juger quand même. La justice doit faire ce travail. Parce qu'il y a des dossiers, 15 milliards de dollars par an qui échappent quand même à la caisse de l'État. C'est colossal. La pauvreté que nous avons aujourd'hui est finalement due à tous ces détournements du fonds du régime passé. J'en sais quelque chose. Mais alors? C'est pourquoi j'ai dit que nous devons faire très attention au glissement. Oui. Parce que les magistrats suprêmes, c'est le chef de l'État. Il a l'œil, il n'intervient pas, mais il a l'œil sur tout ce qui se passe. En cas de dérapage, il va intervenir. Donc nous n'allons pas amener le chef de l'État focaliser toute son attention sur les affaires. Donc nous devons lui permettre également d'appliquer son programme. Voilà. Mais s'il faut, là on est en train de l'encourager d'aller ramasser. Mais quand est-ce qu'il va travailler? C'est ça que j'ai dit, faisons très attention au risque de dérapage. Voilà ce que je Monsieur Jean-Pierre Kankou Mukandi, est-ce que vous êtes de même avis que Monsieur Michel Okongo, alors que le pays s'appauvrit à cause du régime passé et le chef de l'État refuse de finir dans le passé? Partiellement d'accord avec lui. Ah, ça veut dire... Oui, quand il dit faire attention des glissements, on risque de perdre beaucoup de temps. Oui. Mais qu'est-ce que je voudrais dire? À l'époque où on a voulu, ou à l'époque de la Kabylie, si je peux m'exprimer comme ça, il y a eu beaucoup de détournements et qui continuent, si je peux dire, les 5 chantiers de la Kabylie continuent jusqu'à aujourd'hui. Avant que la Kabylie puisse partir, et ne pas partir et laisser les terrains vides, j'ai eu les confidences d'un haut magistrat de la Cour constitutionnelle qui disait, oui, nous sommes partis, mais avant de partir, nous avons placé nos gens partout. Il sera obligé de travailler avec nos gens. Ce n'est pas lui qui va changer les systèmes, puisque nos systèmes sont déjà ancrés partout, dans tous les postes stratégiques. La première chose. Il y a une année, celui qui fut à l'époque Premier ministre, pour lequel on a fabriqué un doctorat qui était écrit par un professeur d'université à qui il avait donné 200 000 $ pour écrire ces doctorats. Faites allusion finalement à qui quand vous dites ça? Mais il y en a ceux qui ont fait faire des doctorats. Hein. Ouais. Eh bien, ces profs d'université, malheureusement il est déjà mort, en présence, le ministre était ici, lui était aux États-Unis, il se téléphone en présence, on était là, il dit de toute façon nous avons déjà mis tous nos gens partout, ils ne feront rien. Ça voudrait dire, toutes les difficultés de gestion que nous voyons aujourd'hui ont été proclamées. Et nous avons une solution à cela. C'est quoi finalement la solution? La solution, nous l'avons demandé il y a 3 semaines ou 4 semaines. On peut nous la rappeler quand même? Oui, nous demandons la dissolution du Parlement. Et là, tous ceux qui ont peur, qui savent qu'ils ont volé les voix, qu'ils ont triché, auront peur de se présenter devant le souverain primaire. Ceux qui sont des hommes justes, des hommes bien, et auront le courage de se présenter. À ce moment-là, on va commencer par là. Puisque n'oubliez pas que le Parlement est l'organe qui contrôle l'exécutif. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Les députés du Haut-Katanga, ils vont à Lubumbashi, devant ces criminels de Gédéon, avec son groupe de bandits, qui vont attaquer la population là-bas. Et nous voyons soldats, quand ils vont pour les neutraliser, ces groupes de parlementaires de FCC crient sur la méthode employée et osent dire qu'on est en train de tuer ces bandits-là et défendant les bandits. Alors qu'ils oublient leur devoir. Leur devoir, c'est quoi? C'était de
interpeller l'exécutif, qu'il soit provincial ou national. En l'occurrence, le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Défense. Je rappelle quand même que certains soldats militants de chez ont été arrêtés au cours de cette semaine. Oui, mais ils ont été arrêtés. Oui. Mais vous avez vu les caucus de députés là, c'est leurs déclarations. Mais ça dénote quoi? Qu'il y a un dysfonctionnement dans les institutions. Ça dénote quoi? Il y a une crise dans la gouvernance. Puisque si ces gens, ces députés, il y avait un peu de la jojote dans la tête, comme je dis, ils auraient dû interpeller l'exécutif provincial ou l'exécutif national. C'est leur rôle. Mais voilà, au lieu de demander comment ces bandits, ces criminels du Gédéon, avec son groupe armé Mira, est entré dans la ville alors que c'était un fugitif qui était évadé de la prison, au lieu de l'arrêter, les ramener à la justice. Mais c'est le gouverneur de la province du Haut-Katanga qui l'accueille comme un petit prince. Donc il y a un dysfonctionnement. Voilà, c'est un point que vous avez bien voulu relever. Je me penche du côté Michel Okongo parce que nous sommes pratiquement vers la fin de ce magazine. Alors j'aimerais quand même que vous parliez de quelques recommandations que vous finalement avez faites parce que vous avez publié un communiqué, parce qu'on va chuter avec un élément qui n'a rien à voir avec la politique. Permettez-moi de placer un mot parce que le président a bien parlé. Je vous en prie. Mais lui il voit les choses d'une autre manière que moi. Moi je pense que vous avez parlé de la dissolution du Parlement. C'est ce qu'il faut, mais la procédure est très lourde parce il y a trop d'ambition. Moi, je crois que j'avais écrit un réquisitoire à Mme Mabunda au bureau avec une copie au premier vice-président de l'Assemblée nationale où j'avais démontré A plus B que les parlements, surtout l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit d'une composition, le fruit d'une volonté, la volonté d'un seul individu, Joseph Kabila. Ça ne répond pas à l'attente de notre peuple parce qu'on connaît ce qui s'était passé. D'où, ne vous en faites pas. Le peuple va s'en occuper et ce n'est plus pour longtemps. Merci beaucoup. Alors, M. Michel Okongo, derrière vous avez publié un communiqué. Alors, quelques recommandations? Quelques recommandations. Très rapidement, parce que nous avons finalement chuté avec un élément. C'est la PAC. J'en ai eu 5. J'ai demandé au chef de l'État, j'ai dit, ce serait mieux qu'il puisse faire ce que j'appelle un rappel des troupes élargi. Il y a des gens qui ont été formés. Donc, j'étais dans l'IDPS. Nous avons été formés. Il y a cette élite-là qui est prête à servir le pays de manière honorable. Deuxième point, je lui avais fait une proposition dans le secteur de l'alimentation. Je l'avais remis au chef de la maison civile, Monseigneur Mulumba. Oui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'apprendre qu'il a commencé à faire une campagne d'achat de produits à travers les produits. Les produits vivriers, je veux dire. Je voulais qu'il puisse s'inspirer du document qu'on avait remis à Monseigneur. Aussi, j'ai demandé à ce que le chef de l'État puisse également battre les rappels de tous les scientifiques que nous avons. À côté de nous, nous avons un médecin. Ouais. Donc, il peut faire partie de cette équipe-là et nous informer le peuple congolais utilement, même si nous recevons certaines données venant de l'extérieur, mais il faut que ça puisse filtrer par les nôtres. C'est intéressant. Aussi, j'ai demandé à ce que les chefs de l'État puissent très rapidement... On l'avait cité par là? Oui, on en termine. Puissent très rapidement organiser les états généraux de l'armée nationale congolaise, de la police et des services de renseignement, afin de voir comment il peut renforcer la capacité d'action de ces trois services utiles pour la sécurité de notre pays. Parlons Pâques, parce que nous sommes dimanche de Pâques aujourd'hui. Il faut dire que la célébration, finalement, a été dans le confinement. C'est-à-dire que, il faut le dire, les fidèles catholiques ont été quand même encouragés par M. l'abbé Donatien Cholet de la Sanco, qui estime que le temps soit favorable pour accepter le Christ, notre Seigneur qui est ressuscité. Image, commentaire. Chers frères et sœurs, ne désespérons pas, ne perdons pas confiance en la vie. Pâques est réellement la victoire de la vie sur la mort. Chrétiens, nous sommes appelés à être les signes vivants de cette victoire.
surmontons nos peurs légitimes, ouvrons nos cœurs au Christ ressuscité. Il nous apportera la paix. Donnons le meilleur de nous-mêmes là où nous sommes, en multipliant les gestes de proximité, d'attention et de solidarité. C'est bien Jésus ressuscité qui, de son vivant, a fait sortir Lazare vivant du tombeau, non pas pour supprimer la réalité de la mort dans le monde, mais plutôt pour nous révéler ce qu'est la vie. Celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Jean 11, 26, 27. Les temps sont certes difficiles, mais ne nous éloignons pas du Christ. Si nous souffrons avec lui nous vivrons. Si nous sommes avec lui nous régnerons. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies. Dans ce contexte particulier où la pandémie Covid-19 pourrait nous porter à ne considérer que les ténèbres qui couvrent le monde, nous invoquons la lumière du Christ ressuscité sur chacun de nous, afin d'identifier la présence de Dieu dans tous les efforts et les sacrifices qui sont en train d'être faits par certains parmi nous pour sortir de cette crise humanitaire. Le Seigneur sera heureux de nous compter parmi ceux-là. Joyeuse fête de Pâques. C'est donc le message de M. l'abbé Donatien Chollet à l'ensemble de la population congolaise, particulièrement des fidèles catholiques. Je parie également que vous êtes chrétien, on célèbre Pâques. Aujourd'hui, Pâques, bonne fête de Pâques. Merci, même si c'est en confinement, aucune paroisse n'a ouvert ses portes. Peut-être un mot par rapport à ça, en 30 secondes. Oui, c'est une première. C'est vraiment le mot de la fin. Oui, tout doit être consacré à Dieu, nos vies, et tout ce que nous faisons, les circonstances. Donc je suis serein, j'ai la foi, je sais que ça va passer, c'est une épreuve, mais ça va passer. Donc, Monsieur Jean-Pierre Kankounkandi, vous avez sûrement un petit mot par rapport à la célébration de la Pâques, et c'est votre dernier mot au courant de ce magazine. Oui, c'est une occasion où toutes les familles chrétiennes doivent vraiment se recueillir et vivre les circonstances dans lesquelles nous vivons maintenant, avoir un regard tourné vers Dieu, puisqu'il est le seul maître des circonstances et des temps. Merci beaucoup, merci également à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre sympathique attention. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique dirigée par Serge Macosso, Yves Luloloa, Cupar Bola, Michel Msimbi Mavinga. Quant à moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine. Merci à vous d'être venus la prochaine fois. Merci, Merci beaucoup et à dimanche prochain.